Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être présents. Comme vous le savez, parce que vous êtes des habitués des rendez-vous de l'histoire, le grand débat de la revue L'Histoire, qui a lieu le samedi en fin d'après-midi, est toujours précédé par la remise du prix, du Grand Prix, celui qui s'appelle maintenant le Grand Prix des rendez-vous de l'Histoire, dont j'ai l'honneur de présider le jury et donc de présenter aussi les résultats. Comme les années précédentes, nous avions procédé à une première sélection de livres tous excellents, il est vrai. Mais dans l'excellence, il y a aussi des degrés et nous avions sélectionné 5 livres pour la finale dont nous avons débattu début septembre. Je vous donne le nom et je ne ferai pas de commentaires sur les 4 livres parce qu'ils sont tous excellents et si vous les trouvez sur les tables du Salon du Livre, ce dont je suis sûr que ce n'est pas une tâche surhumaine, vous pouvez les acquérir en toute confiance. Ce sont des livres très différents les uns des autres, mais tous excellents. Les 4 finalistes, en dehors du vainqueur, dont le nom est déjà affiché ici, donc il n'y a pas de mystère là-dessus, étaient les livres de Carmen Bernand, Histoire des peuples d'Amérique, chez Fayard, le livre de Charlotte de Castelnau, L'Étoile, Pascoa et ses 2 maris, au PUF, le livre de Laurent Joly, L'État contre les Juifs, Vichy, les nazis et la persécution antisémite chez Grasset, et enfin le livre de Judith Lioncan, La griffe du temps, ce que l'histoire peut dire de la littérature, chez Gallimard. Donc des livres que vous pouvez acquérir et lire avec, je pense, autant de plaisir et de passion que l'ont fait les membres du jury. Mais il fallait bien choisir, et nous avons finalement choisi. En juxtaposant, dans le titre de votre livre, 2 termes que l'histoire et la géographie nous ont habitués à considérer comme étrangers l'un à l'autre, vous vous doutiez bien que vous exciteriez la curiosité des lecteurs. Bravo, c'est gagné. La preuve, vous êtes ici. Mais je dois ajouter aussitôt, si le jury du Grand Prix de Blois a décidé de vous couronner, ce n'est pas simplement parce que vous l'avez intrigué, mais parce que votre livre témoigne de qualités dont ce bref discours n'a pas la prétention d'épuiser la liste. Des travaux avant le vôtre avaient joué, par exemple, du comparatisme et établi des parallèles entre des rites, des mythes ou des pratiques grecques et japonaises. Je pense notamment à quelques-uns des derniers livres du grand maître que fut l'helléniste Pierre Lévesque. Mais disons-le d'emblée, ce n'est aucunement votre propos et votre projet est à la fois bien plus original et bien plus convaincant. Saisissant le Japon au moment où il s'ouvre au monde et se lance dans l'aventure de la modernité, vous repérez chez les intellectuels de ce pays une affirmation qui a de bonnes raisons de vous intriguer et de nous intriguer aussi. Nous sommes, disent-ils, les héritiers de la culture grecque tout autant que les Européens. Et ils fondent leurs prétentions sur un ensemble de comportements et de pratiques qui font d'eux, en quelque sorte, les Grecs de l'Extrême-Orient. Puisque, disent-ils, la conquête d'Alexandre a apporté jusqu'au cœur de l'Asie la langue, la culture, les arts, en bref, la civilisation de la Grèce et le développement de l'art gréco-bouddhique du Gandhara, en dehors de toute domination et de toute présence politique grecque, illustre ô combien la fécondité de cet apport. Pourquoi, disent-ils, exclure que par des voies mystérieuses à travers l'Asie centrale et la Chine, ces innovations aient fini par éclore à leur tour dans l'archipel nippon. L'historien du XXIe siècle a toutes les raisons de rester un peu sceptique, mais c'est sur cet imaginaire qu'au XIXe siècle se noue entre le Japon et la Grèce une relation intellectuelle qui n'a pas cessé de vivre et de se développer. Retrouver et comprendre cet héritage imaginaire, voilà la tâche délicate qui s'offrait aux savants japonais de la seconde moitié du XIXe siècle. On ne savait alors pas le grec au Japon. Personne n'avait non plus
visité réellement la Grèce et ne connaissait ses monuments. Bref, tout restait à faire. Alors, ces savants se mirent au travail et, à défaut de connaître le grec, ils lirent Homère, Platon et Aristote en anglais. Puis, ils traduisirent ces traductions en japonais, accumulant, bon gré mal gré, vous le soulignez, bévues et contresens. Mais dans le fond, le retard n'était pas si grand qu'il n'y paraît entre le Japon et l'Europe. Car, au fond, si l'Europe n'a jamais cessé de lire les auteurs grecs dans le texte, et si elle a redécouvert les arts de la Grèce et de Rome à la Renaissance, ce n'est pas avant le XIXe siècle, ou en tout cas peu avant, qu'elle se met sérieusement à un travail critique sur les textes et à l'exploration systématique des sites. Les Japonais surent profiter au mieux de cet essor des études classiques en Occident, assimiler la philosophie allemande et par elle la philosophie grecque, l'archéologie et la philologie classique, et en tirer profit. La force de votre livre, en dehors d'une connaissance impeccable des textes, c'est de montrer comment cette vue imaginaire au départ d'une parenté entre Grecs et Japonais finit par recouvrir une réalité à force d'études qui aboutissent à une véritable prise de possession de l'héritage. Et le mot « possession », d'ailleurs, figure dans le sous-titre de votre livre. Le temps des traductions de traduction ne dura pas. Et dès le début du XXe siècle, il y avait assez de Japonais experts en grec pour que l'héritage écrit de la Grèce antique soit directement traduit du grec en japonais. La construction d'un savoir vrai était à l'œuvre. Vous soulignez avec raison que bien des auteurs anciens, qui attendirent parfois la fin du XXe siècle pour être enfin traduits en français, existaient déjà en traduction japonaise dès la première moitié du XXe siècle. Et cet engouement ne se limitait pas à quelques érudits isolés dans leur tour d'argent, c'est toute la société japonaise qui fut irriguée par cette recherche et s'imprégna en quelque sorte de cette culture hellénique dont les savants mettaient en valeur les apports irremplaçables. Car la Grèce devenait une sorte de référence, vous le dites, le modèle de la civilisation, sur laquelle il convenait de se régler pour progresser et s'améliorer. Le phénomène est bien loin d'avoir cessé. Vous rappelez au passage qu'il y a davantage de chaires de grec aujourd'hui dans les universités japonaises que dans celles de Grande-Bretagne. Vous avez la pudeur de ne pas avoir pris l'exemple de la France. Je n'entrerai pas davantage dans le détail de votre démonstration appuyée sur une documentation exceptionnelle. Et je préfère laisser les lecteurs découvrir par eux-mêmes cette formidable aventure intellectuelle. Je voudrais juste, pour finir, dire combien votre livre va bien au-delà d'une enquête sur la manière dont le Japon s'est emparé de la culture grecque pour en tirer le meilleur. Par ce travail, vous remettez en cause une affirmation lancée par les anthropologues, ou certains d'entre eux en tout cas, selon laquelle l'adhésion des peuples non européens à la culture antique ne serait qu'un effet secondaire de la colonisation. Lorsque Léopold Sédar Senghor ou Aimé Césaire disent leur amour du grec et de sa culture, ce ne serait qu'un réflexe tardif du colonisé cherchant en quelque sorte à rattraper son colonisateur. Le Japon nous donne la preuve inverse, le Japon n'a jamais été colonisé. Et s'il se reconnaît comme l'un des héritiers de l'hellénisme antique, ne doit-on pas plutôt en déduire le caractère universel de cet héritage-là? Quoi qu'il en soit, après vous avoir lu, on ne jettera plus jamais le même regard sur les nombreux Japonais qui visitent l'Acropole ou qui arpentent les départements d'antiquité des grands musées du monde, sûrs désormais que nous avons en commun cet héritage, pas plus ni pas moins exotique pour eux que pour nous. Merci et bravo encore. Je vous remets donc ce diplôme et puis
une petite gratification qui va avec, et je vous laisse la place. Cher Maurice Sartre, merci infiniment pour cette présentation qui m'honore, très élogieuse. Je suis extrêmement heureux d'être présent ici dans cet hémicycle, un peu ému, et je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont accompagné dans cette aventure. Bien sûr, les membres du jury, en premier lieu, qui ont eu la gentillesse de repérer mon livre parmi une sélection qui était remarquable. Je voulais en particulier citer le nom de Pierre-François Soury, qui a œuvré énormément pour les études japonaises, leur reconnaissance parmi le monde de l'histoire asiatique et la reconnaissance de l'histoire japonaise au sein de l'historiographie française, excusez-moi. Et d'une certaine manière, ce prix est un peu le sien. Je voulais remercier les personnes qui ont organisé le festival, les rendez-vous de l'histoire, qui sont ici présentes, le magazine L'Histoire aussi, pour tout ce qu'il fait pour le festival. Vous avez eu la grande gentillesse de mettre en avant, peut-être plus finement que je suis capable de le faire. Comme vous le savez, quand on travaille sur un sujet, on a parfois du mal à prendre du recul. Et d'une certaine manière, je ne vais pas rentrer en détail dans ce que j'ai pu écrire dans ce livre et me contenter de tracer juste quelques lignes rapidement avant le débat qui va suivre. Le thème du festival s'est amené, vous le savez bien, c'est l'Italie. L'Italie, comme Rome avant elle, a énormément tiré de la Grèce. Et d'une certaine manière, la force de l'Italie, à partir de la Renaissance, tout comme la force de Rome, a été sa capacité à s'approprier les savoirs grecs, à parler le grec. À Rome, on parlait évidemment abondamment le grec. La France, ensuite, a fait de même, puis l'Angleterre, l'Allemagne, à la fin du XVIIIe siècle, vous le rappeliez, cher Maurice Sartre, et d'une certaine manière, les Japonais viennent à leur tour à partir de la fin du XIXe siècle. Et on en a tiré l'idée que, d'une certaine manière, ce qui comptait, c'était le fait que la Grèce était une civilisation exceptionnelle, et que c'était parce que c'était la Grèce que tous les pays se tournaient vers elle. Mais peut-être est-ce que, et je parodie une maxime que vous reconnaîtrez, on a peut-être trop regardé l'étoile et pas assez le doigt. Au fond, ce qui compte, n'est-ce pas le mouvement vers, plutôt que l'étoile qui brille dans le lointain. Si je mets je fais cette remarque, c'est pour dire au fond que ce qui compte, je crois, à travers cette mise en commun du Japon et de la Grèce, c'est cette démarche, c'est une démarche. Et bien sûr, quand on remarque un titre comme celui-ci, on peut avoir le sentiment qu'il y a là quelque chose d'un peu chimérique, au sens propre, quelque chose d'un peu monstrueux. Mais je revendique cette part de monstruosité dans l'histoire. Il me semble qu'elle est extrêmement importante. Elle nous permet d'emblée, je crois, de déblayer deux écueils. Premier écueil, c'est celui du culturalisme, de l'idée qu'une culture, elle est fondamentalement telle qu'un certain nombre de propriétés peuvent la définir. En l'occurrence, une approche culturaliste serait de dire que le Japon est exceptionnel dans sa relation à la Grèce. Il ne me semble pas qu'il soit exceptionnel dans sa relation à la Grèce. Bien sûr, il y a une configuration historique exceptionnelle, mais le Japon n'est pas une culture qui, dans sa compréhension de la Grèce, est fondamentalement différent. Et le deuxième, ce serait celui d'un modèle abstrait, universel, qui serait valable pour tous et dont on pourrait plaquer les formes sur toute partie du monde. Parce que bien sûr, si la Grèce elle est présente dans ce livre, il ne s'agit pas de dire qu'elle l'est parce qu'elle a rayonné jusqu'au Japon, parce que par sa force, parce que c'est la Grèce, tous les peuples sont nécessairement soumis à son rayonnement. Donc ce Japon grec, il revendique une part de tension irrésolue. L'historien, dans cette perspective, observe
il étudie, il échange, il dialogue, mais faisant tout cela, il se transforme aussi. Et j'insiste sur ce point, il se transforme sans que se dégage in fine une nouvelle synthèse. Pour le dire autrement, on s'est longtemps interrogé dans le domaine de l'histoire pour savoir s'il fallait valoriser le divers, le différent, ou s'il fallait plutôt valoriser le commun, l'universel. Et je proposerais, vous le comprenez à travers ce titre, de les apprécier ensemble, d'apprécier ensemble le divers et le commun, mais ce qui suppose aussi d'assumer qu'ils soient en tension. D'où cette idée que j'ai eue et que peut-être vous découvrirez si vous avez la patience d'aller jusque-là, l'idée de terminer sur des dialogues, ou plus exactement des dialogues recomposés, sur des textes qui donnent à lire à partir d'articles, de livres écrits par des Japonais au cours du XXe siècle, des disputes, des controverses, par exemple, autour du fait est-ce qu'il faut regarder vers Platon ou vers Aristote pour savoir comment mener la politique industrielle et le rapport à la technique pendant la Seconde Guerre mondiale? Ou alors, comment peut-on lire Marx dans les années 60-70 pour essayer de... Pardon, comment peut-on lire les présocratiques pour essayer de trouver une réponse aux faillites du marxisme? Bref, on voit qu'au Japon, on a eu une discussion qui est extrêmement féconde à partir des textes grecs. Bref, le Japon grec, c'est ni un repli sur le terroir, c'est ni un cosmopolitisme autocentré, mais un éloge de la capacité des cultures et des individus, bien sûr, derrière, à un pluralisme actif, un pluralisme exigeant, qui commence par un plurilinguisme assumé et lui aussi ambitieux. Ce n'est pas un pluralisme abstrait, un pluralisme tombé du ciel, ce n'est pas non plus un pluralisme sentimental qui repose sur l'idée que tous les hommes étant des hommes, on a une adhésion spontanée à tout ce qui en ressort. C'est un pluralisme qui désigne un processus, un travail sur soi, par soi, un travail sur soi à travers les autres, qui comprend donc une part de transformation. Ceci dit, et je terminerai par ces mots, vous l'avez remarqué, il est écrit ici, ce livre il est en français. Autrement dit, il n'est pas en anglais, à une époque où, en particulier dans les études asiatiques, les études, enfin la pression des études anglophones est absolument massive. Nous sommes de moins en moins nombreux à écrire en français dans le domaine des études asiatiques. Il est écrit en français parce qu'il me semble extrêmement important de considérer que la pluralité n'empêche pas d'être ancrée quelque part. Au contraire, on peut être pluriel, revendiquer une pluralité de langues, pluralité de cultures, et en même temps être ancré quelque part, en ce qui me concerne, être ancré dans le paysage intellectuel français, et en même temps d'être ancré dans le paysage intellectuel japonais, être un peu entre les deux, être un peu devenu japonais, ça ne se voit pas bien, mais c'est vrai, je crois, d'être un peu devenu japonais, 5%, 10%, je ne sais pas, vous le direz, au cours du temps, et ce livre en est le reflet. Et je crois que Blois, par sa tradition de mettre régulièrement à l'honneur des pays, des cultures, des pays étrangers, porte cet esprit d'ouverture, de dialogue, mais aussi de transformation que je viens d'évoquer. Je vous remercie beaucoup. Là, c'est bien. Alors, du coup, on a 1h30, on a une heure et demie. Mardi, ça passe? Ah, excellent. Excellent. Bien. Mais c'est excellent.
Bonsoir. Oui, ça marche. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être là à cette heure un peu tardive, après tant d'événements qui ont eu lieu dans la journée. Merci à certains de nos contributeurs qui ont déjà beaucoup travaillé aussi tout ce jour. Donc, nous sommes là pour parler ce soir des Juifs d'Italie. Nous avons intitulé cette table ronde de la revue L'Histoire des Juifs en terre chrétienne. Alors, ça peut paraître incongru. Pourquoi des Juifs en terre chrétienne? Après tout, l'Italie est bien loin d'être la seule terre chrétienne, même en Occident. Alors, pourquoi ce n'est pas peut-être un pays comme les autres? Alors, d'abord, ça n'a été que très tardivement un pays, une unification tardive. Et du coup, c'est peut-être cela qui explique que ce soit le seul pays d'Europe, première particularité, qui ait connu une présence juive discontinue, au contraire, pas du tout discontinue, sans aucune rupture de continuité depuis l'Antiquité. Et aussi, peut-être, qu'elle n'ait pas connu, la péninsule italienne n'a pas connu ces grandes expulsions nationales qui ont été le fait de la France ou de l'Angleterre ou de l'Espagne, bien sûr, on en parlera sans doute. Eh bien, ça n'a pas eu lieu en Italie, ce qui ne veut peut-être pas dire qu'il n'y a pas eu d'expulsion du tout, on y reviendra. L'Italie est aussi le pays qui a inventé, à Venise, en 1516, on le sait, le ghetto. Pas le premier quartier réservé aux Juifs en Europe, mais la première fois que de telles règles étaient édictées. C'est aussi le pays du pape, ce qui modifie considérablement les choses du point de vue de la coexistence des Juifs et des chrétiens. Et puis c'est aussi le pays du fascisme, dont on a dit ou cru longtemps, peut-être un peu trop longtemps, qu'il avait protégé les Juifs. Alors, sur toutes ces... Est-ce qu'il y a une spécificité italienne du point de vue de la communauté juive ou des communautés juives? C'est ce que nous allons essayer de débusquer ce soir à l'aide de trois éminents spécialistes de la question. Giacomo Todeschini, qui est à ma droite. Giacomo Todeschini, vous nous êtes venu de Trieste, où vous avez été longtemps professeur à l'université. Vous êtes un spécialiste de l'économie et de la pensée économique au Moyen-Âge. Donc on ne vous attendait pas forcément directement sur le sujet des Juifs. On y reviendra. Vous avez écrit un livre qui a fait date, qui est un excellent livre, qui s'appelle Richesse franciscaine, qui a été publié, celui-là, chez Verdier, et qui nous a fait voir un peu autrement les relations entre l'Église et l'argent. Et vous avez publié beaucoup de livres, mais enfin, notamment récemment, un peu sur un sujet connexe, Les marchands et le temple, lui aussi traduit chez Albin Michel. Et c'est, dites-vous, en travaillant sur l'économie en terre chrétienne, et sur l'économie chrétienne même, peut-on dire, que vous avez rencontré les Juifs. Vous allez nous dire pourquoi. Vous avez publié là-dessus 2 livres récemment. En 2016, un livre, très beau titre, La banque et le ghetto. Et l'année dernière, l'histoire des Juifs d'Italie au Moyen-Âge chez Carocci. Ces 2-là peuvent intéresser des éditeurs français car ils n'ont pas encore été traduits. Michael Gasperoni, je me tourne vers vous. Vous êtes chargé de recherche au CNRS, au centre Roland Mounier. Vous travaillez depuis plusieurs années sur les Juifs d'Italie du Moyen-Âge au XIXe siècle, entre cohabitation et persécution. Ce sera notre sujet. C'est tout à fait remarquable. J'ai vu à quel point vous avez travaillé en coopération, de façon collective, en multipliant les colloques, les numéros de revues notamment. J'en citerai 2. Un numéro de la revue XVIIe siècle que vous pouvez trouver, si ça vous intéresse, sur le stand des PUF, ici, je crois, vous m'avez dit, et des presses universitaires de France. Un numéro qui est intitulé « L'Italie des ghettos ». Et où on trouve notamment un bel échange entre vous et Giacomo Todeschini. Et puis un numéro des Annales qui est à paraître au mois de novembre et qui s'appelle « Droits et minorités juives en Italie ». Marianne Matar-Bonucci, alors ici, beaucoup de gens doivent
vous connaître, ne serait-ce que parce qu'aujourd'hui, vous avez, je n'ose pas dire, participé à 4 ou 5 tables rondes. Alors, évidemment, vous êtes une des grandes spécialistes de l'histoire de l'Italie contemporaine et notamment de l'Italie fasciste, sur laquelle vous travaillez depuis longtemps, notamment, enfin, je peux dire, du fascisme italien dont vous avez contribué à la suite de Pierre Milza, dont vous étiez l'élève, à renouveler l'approche dans le sens d'une vision, d'une interprétation d'un fascisme totalitaire et d'un fascisme notamment plus antisémite. Vous allez nous expliquer ça. Vous avez publié plusieurs livres, mais notamment chez Perrin en 2007, un livre que je recommande chaudement, L'Italie fasciste et la persécution des Juifs. Vous avez aussi co-dirigé une histoire de la Shoah en Italie, qui n'est pas traduite. Et comme la pensée et le combat contre l'antisémitisme n'est pas seulement pour vous un objet d'étude, mais aussi un objet de militantisme, on peut dire, vous avez fondé l'année dernière, fondé une association qui s'appelle Alarmée. Je la cite parce que ça peut intéresser notamment tous les enseignants parmi vous, qui se consacre, enfin qui est fondée sur l'idée qu'il faut comprendre les mécaniques de la persécution pour la combattre, et notamment, c'était une façon de réagir à la montée du racisme et de l'antisémitisme en milieu scolaire. Alors, mieux comprendre les mécaniques de la persécution pour la combattre, c'est ce que nous allons essayer de faire pendant un peu plus d'une heure avant ce soir, grâce à vous. Alors, je me tourne d'abord vers vous, Giacomo Todeschini, puisque vous êtes notre médiéviste et que, somme toute, nous sommes dans des rendez-vous d'histoire et que nous avons tout de même un sens de la chronologie. Je me tourne d'abord vers vous pour vous demander, au fond, s'il y a, ce que vous diriez de la spécificité de l'Italie juive, parce que c'est une expression que vous n'hésitez pas à employer et qui ne va quand même pas de soi. C'est quoi l'Italie juive, Giacomo Todeschini? Je pense. Est-ce que les micros marchent bien? Je ne sais pas. Oui. On entend quelque chose? Oui, ça marche. Il faut bien le coller peut-être. Oui. Sur le menton. Donc, l'Italie juive, il faut dire avant tout que les historiens italiens, surtout, ont accepté très souvent une certaine prémisse historiographique proposée pendant le fascisme, c'est-à-dire que l'Italie a été depuis toujours un pays homogénément chrétien et catholique. Donc cette idée d'un Moyen-Âge chrétien dans une perspective d'intégralité chrétienne est très répandue dans l'historiographie. Ça a provoqué des équivoques assez intéressants. D'un côté, on a par exemple sous-évalué le fait que l'Italie du haut Moyen-Âge, au moins jusqu'au XIe ou XIIe siècle, peut-être encore plus, était un pays fait de minorités et il n'y avait pas un christianisme homogène, mais plutôt différentes versions du christianisme. Et donc, c'était dans ces cadres, il y avait une Italie chrétienne ou plusieurs Italies chrétiennes et aussi une Italie juive. Et puis, il y avait aussi une Italie qui n'était ni chrétienne ni juive. Et c'était l'Italie, par exemple, de culte pré-chrétien, par exemple. Donc là, on peut le dire dans une autre perspective, la christianisation italienne a été un phénomène de très longue durée. On parle encore de christianisation difficile à la fin du Moyen-Âge. Pardon, combien ils sont les Juifs d'Italie au Moyen-Âge? On ne le sait pas, parce qu'on n'y avait pas... Oui, un peu. Disons une évaluation, tout de même, un petit effort. On ne peut pas faire cette évaluation du moment qu'il n'y avait pas de statistiques au 7e siècle, au 10e siècle, etc. Donc, on peut faire des hypothèses, on a fait des hypothèses à partir des sources qui sont
plutôt qui ne sont pas continues. Donc, on ne peut pas faire un calcul. En général, on dit, mais je ne sais pas si ça est parfaitement exact, que c'était une minorité très restreinte, très petite. Mais je trouve qu'il soit plus intéressant que de se poser le problème s'il y avait beaucoup de juifs ou peu de juifs, le fait que l'Italie du Moyen-Âge, au moins jusqu'à la révolution pontificale du XIe siècle, ou les réformes de l'Église, comme vous voulez, est un pays, comment dire, pluraliste d'un certain point de vue, fait de beaucoup qui possèdent une identité multiple. Donc, dans ces cadres, pour plusieurs siècles, il y a des Juifs comme il y a des Visigoths ou des autres. Donc, il y a aussi une Italie juive dans cette perspective. À part ça, il faudrait se poser la question, je me suis posé cette question dans mon dernier livre sur les Juifs dans l'Italie médiévale, il faut se poser la question pourquoi on fait l'histoire des Juifs en Italie. Parce que très souvent, on fait l'histoire des Juifs en Italie comme pour un mouvement de curiosité. Je ne sais pas, il n'y a pas une raison fondamentale, je veux dire pour le passé, pas pour l'époque contemporaine. Et je pense qu'une réponse à cette question pourrait être de se dire que faire l'histoire des Juifs italiens au Moyen-Âge, à l'époque prémoderne, nous donne l'occasion de réorganiser la représentation de l'histoire italienne. Donc c'est une bonne raison, quand même, fondamentale. Alors, Michael Gasperoni, que diriez-vous? Vous insistez-vous beaucoup sur la coupure entre Italie du Nord, Italie du Sud. C'est aussi parce que vous travaillez sur l'époque moderne, donc 15e, 18e siècle. Que s'est-il passé? Vous pouvez peut-être nous montrer une carte? Oui, on alors tout à fait. On va avoir une carte. Voilà. Est-ce qu'elle est assez grande? Vous la voyez bien? Enfin, vous voyez bien. En tout cas, pourquoi cette coupure entre l'Italie du Sud, donc pratiquement sans juifs à l'époque moderne, et l'Italie du Nord, où foisonnent quand même des communautés? Alors, Giacomo Todeschini, vous n'avez pas voulu nous dire. On dit d'habitude quelques dizaines de milliers, 15 000. Enfin bon, vous dites que ça n'a pas d'importance. C'est quand même pas mal de se dire. Non, je dis que je n'ai pas de source. Vous n'avez pas de source. Pour le dire, pour le Moyen-Âge. Donc on ne peut même pas dire s'ils sont quelques milliers. Bon, enfin, on va dire ça. Peut-être. Alors, donc, en tout cas, ces quelques milliers, à partir du XVe siècle, ils sont en Italie du Nord. Alors, pourquoi cette spécificité aussi là? Alors, je ne répondrai pas à cette question, parce qu'en fait, on va l'évoquer juste après. Donc, en fait, ce serait peut-être... Mais c'est une question fondamentale. Oui. Effectivement, la carte que vous voyez représente une situation qui est aux alentours des 1730. Si vous prenez cette carte... Alors, je n'ai pas eu le temps de faire l'autre. En fait, on en a très peu des cartes. C'est un vrai problème. En revanche, il y en a une notamment qui a été faite par un historien qui s'appelle Attilio Milano, qui a écrit une très belle histoire de l'Italie, qui est parue en 1963, mais qui reste encore pour moi une des meilleures synthèses, sinon la meilleure synthèse. Et si vous représentiez cette carte, disons avant 1492, en fait, vous auriez énormément une multitude de communautés, c'est-à-dire vraiment une dissémination sur l'ensemble du territoire, avec, pour le coup, beaucoup plus de communautés au sud qu'au nord. Et ça, on en reparlera, puisque c'est essentiel, puisque ça concerne la question du ghetto. Mais pour répondre à votre question sur la spécificité, moi, j'en verrai 4, même si j'en développerai très rapidement juste 3, puisque la 4e, justement, on vient de l'évoquer. La première, et vous l'avez très bien dit, c'est la continuité. On est face à une présence juive qui est ininterrompue, ce qui n'est pas le cas des autres États en Europe, il faut le savoir. Depuis l'Antiquité, on a une présence juive, donc c'est une histoire aussi là de très longue durée, qui est ininterrompue. On a des expulsions évidemment en Angleterre, en 1290, en Allemagne, en France, en Provence, en Espagne, évidemment, qui est la plus connue, au Portugal. Dans le sud de l'Italie, donc en Sicile et en Sardaigne en 1492 comme en Espagne, et en 1541 dans le royaume de Naples, et d'ailleurs ces expulsions sont représentées sur cette carte. Donc ça, ce serait la première spécificité, c'est vraiment la continuité, je pense que c'est vraiment, vous l'avez très bien dit, c'est la plus importante. La deuxième, et là j'insisterai aussi beaucoup, c'est sur la diversité et la richesse du judaïsme italien. Il y a l'historien turinois Luciano Allegra qui a cette très belle expression, il parle de judaïsme italien au pluriel.
Et de fait, l'Italie a été un réceptacle de très nombreuses et différentes populations juives. Il y a eu les expulsions, il y en avait qui étaient aussi déjà présentes. Donc il y a une diversité démographique, culturelle, liturgique et religieuse, ça il ne faut pas l'oublier, économique et sociale. Et cette question est très importante puisqu'elle est encore assez mal connue et assez peu étudiée. En général, d'ailleurs, les historiens sont très mal à l'aise pour définir ce qu'est une minorité, ce qu'est une population. On a souvent tendance à opposer des juifs face à des chrétiens, alors qu'en réalité, il y a une énorme diversité sociale dans les sociétés majoritaires, et évidemment, il y en a une dans les sociétés juives. C'est la raison pour laquelle on avait organisé un colloque auquel avait participé d'ailleurs Giacomo Todeschini, avec David Eman, qui est chercheur associé à l'EHESS, qui s'intitulait de manière un peu provocatrice « Être juif et pauvre ». Donc on s'intéressait à la diversité sociale interne, c'est-à-dire à la stratification sociale, afin justement de sortir un peu d'une sorte d'essentialisation des populations qui ne sont tout sauf monolithiques. Le troisième point, je dirais, ce serait une richesse historiographique. Je crois que c'est vraiment pour moi une grande spécificité aussi, là je parle pour l'historiographie actuelle, mais même ancienne, qui découle du coup de mes premiers points. On a une production historiographique sur les Juifs d'Italie, donc on a une population qui est quand même effectivement forte de dizaines de milliers au Moyen-Âge. À l'époque moderne, c'est plus facile, on a des sources. Et la question de dénombrer les Juifs est essentielle. Angela Groppi, par exemple, a fait paraître un livre en 2014, dont un article qu'elle a écrit elle-même s'appelait « Numerare e controllare gli ebrei », dénombrer et contrôler les Juifs. Et c'est une question essentielle, puisque jusqu'à il y a 3 ans, on ne savait pas combien de Juifs il y avait à Rome à l'époque moderne. Parce que les historiens ont ce réflexe traditionnel sur les sources, les démographes, qu'ont-ils fait? Ils sont allés voir les sources classiques de la démographie historique. Or, le seul recensement, pour l'époque moderne, je ne sais pas pour la description Urbis de 1527, mais le seul recensement qu'on avait était contenu dans les archives notariales, c'est-à-dire là où les démographes n'ont pas l'habitude d'aller. Donc la question des sources et du dénombrement des Juifs est essentielle, puisque c'est une manière de les contrôler. Et les Juifs eux-mêmes jouaient sur cette question. Les Juifs disaient, nous on est très nombreux, et comme on est très nombreux, il faut que vous nous écoutiez. Et d'ailleurs, ils disaient, on est peut-être 10 000. En fait, ils sont 4 059, maintenant on le sait, en 1733. Donc cette richesse, elle est sans commune mesure, historiographique. Il n'y a pas un mois qui passe sans qu'un livre ou un article soit publié. Et c'est vraiment essentiel, d'ailleurs, si vous regardez les autres pays européens, alors évidemment, il y a la continuité juive qui fait qu'on peut écrire sur ces populations, mais il y a aussi énormément de sources qui sont à l'image de l'Italie. Et le 4e point que j'évoquerai rapidement, et Giacomo Tedeschini a écrit un très beau livre là-dessus, qui est la spécificité du ghetto, qui est là mais aussi... ça, on va y revenir. Alors, quand même, en un mot, même si on y revient, là, c'est la carte moderne, vous l'avez bien dit, que vous nous projetez, qui est derrière nous. Mais évidemment, la carte n'aurait pas du tout été la même au Moyen-Âge parce qu'il y avait des communautés juives dans le Sud. Et la clé, évidemment, de compréhension de cette carte, c'est qu'il y a eu l'expulsion de 1492 qui a concerné l'Italie du Sud. Et la ségrégation qui entraîne une réduction spatiale énorme. Et là, on va y revenir. Alors, Marianne Matar-Bonucci, que dites-vous, que répondez-vous à cette question? Y a-t-il une exception italienne si on compare à ce qui se passe en France, par exemple, à l'époque contemporaine, comment il faut considérer la relation de l'Italie avec ses Juifs? Alors, si on lit la littérature du 19e siècle qui parle effectivement des Juifs, je pense notamment à un texte qui est intéressant d'Anatole Leroy-Beaulieu qui s'appelle « Israël et les nations » et qui compare la situation des différentes communautés juives en Europe. Il brosse un tableau extrêmement optimiste de la position des Juifs en estimant que c'est en Italie que leur intégration dans la nation, donc, qui est récente, du fait de l'unité, est la plus accomplie. Et on trouve quantité de descriptions de ce type qui dressent un tableau enchanté, descriptions auxquelles les Juifs eux-mêmes contribuent, de manière peut-être un petit peu, en pratiquant une forme de méthode Coué, parce que quand on utilise d'autres types de sources, je pense par exemple à la documentation, à la correspondance que les responsables des communautés à l'échelle locale envoient à l'Alliance israélite universelle à l'époque où il n'y a pas encore
d'institutions qui gouvernent l'ensemble des communautés juives, c'est à partir du fascisme que cela arrivera, eh bien, on trouve quand même des notations sur certaines formes d'antisémitisme qui existent déjà. Mais ce discours donc enchanté relatif à la situation... C'est un mot qui est employé. Oui, oui, ce discours enchanté sur la position des Juifs dans la nation vient du fait qu'ils ont été d'ardents soutiens de la monarchie donc, de Piémont, qu'ils ont épousé la cause de l'unité italienne et qu'ils vont effectivement être émancipés une première fois à l'époque de la Révolution, par exemple, pour les Juifs de Rome, et puis ensuite, à mesure que l'unité se réalise, eh bien, ils vont effectivement accéder à une égalité de droit. Alors, reste cependant qu'il y a en Italie une tradition d'antijudaïsme que l'on peut qualifier d'antisémitisme catholique, qui est présente, qui est portée par l'Église, et dans certaines villes, comme Rome par exemple, mais peut-être que mon collègue en parlera tout à l'heure, donc je ne veux pas anticiper là-dessus, mais les Juifs ont parfois été tournés en dérision, discriminés, etc. Toujours est-il que l'unité a été vécue par eux comme une forme de libération, et c'est assez intéressant de voir, alors je ne sais pas comment on revient en arrière, comme ça probablement, voilà, de voir par exemple ce qu'ont été, puisque auparavant les synagogues se faisaient extrêmement discrètes donc, dans les villes, et une fois l'unité survenue, eh bien, ils construisent ces formes de synagogues cathédrales, pour ce qui est de celle de Rome, en style gréco-assyrien, pour qu'on puisse, avec une coupole qui doit être à peu près, je ne sais pas si elle est aussi haute que la coupole du Vatican, mais avec quand même une architecture bien spécifique pour qu'on n'imagine pas qu'ils puissent effectivement vouloir rivaliser avec l'Église. Et là, vous voyez la Mole Antonelliana de Turin, donc, qui au départ devait être une synagogue et ensuite dont la destination est devenue différente. Donc je crois que l'architecture peut être intéressante pour montrer précisément de quelle manière eh bien, ces communautés juives se projetaient donc, au sein de la nation italienne. Alors il y a un indice quand même qui permet de faire certaines comparaisons et qui est très sûr pour voir ce qu'est l'intégration de ces Juifs dans la nation. Alors là, j'avance dans le temps. C'est la question des mariages mixtes, car si les sources sont fragmentaires ou lacunaires auparavant, avec le fascisme et au moment de la persécution des Juifs, on en reparlera tout à l'heure, les fascistes vont organiser un recensement des Juifs et qui va donner lieu donc à l'élaboration de statistiques extrêmement précises. Et les mariages mixtes en Italie sont en effet particulièrement importants. C'est probablement le pays d'Europe dont 30% des mariages qui concernent donc, des Juifs sont des mariages mixtes, alors qu'on est à 11% en Allemagne à peu près à la même époque. Donc c'est quand même un indice, effectivement, de cette évolution. Alors juste cette intégration, un antisémitisme qui est non pas absent parce qu'il existe, il est porté essentiellement par une tradition religieuse catholique cléricale, mais l'absence quand même, pour une série de raisons qu'on n'a peut-être pas le temps d'expliquer, d'un antisémitisme politique comparable à celui qui se développe à la même époque en France, en Allemagne, en Autriche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ligue de partis antisémites à proprement parler. Et donc, quand il peut y avoir des formes d'antisémitisme social portées, encore une fois, par une culture catholique, eh bien, ça ne se transforme pas, donc, comme en France, en une accusation donc, politique. Voilà, brièvement. Donc, oui, un 19e siècle enchanté. On pense, en voyant cette synagogue de Rome, qu'elle a été inaugurée par Victor Emmanuel III. Elle a été, effectivement, le roi est venu pour l'inauguration donc, de la synagogue. Signe, oui. Et il y a
une véritable dévotion des Juifs d'Italie à la Maison de Savoie, tout à fait. Bon, n'empêche qu'il va falloir quand même en venir à des choses plus tristes ou plus discutables ou carrément dramatiques. Commençons par le ghetto. Alors, je me tourne de nouveau vers vous, Giacomo Todeschini. Comment arrivez-vous, vous, un historien de l'économie, à l'histoire du ghetto? D'où vient cette idée? Alors, on va prendre 1516, le premier, à Venise. D'où vient cette idée d'enfermer les Juifs, de les assigner à résidence, avec des règles très strictes qui leur sont assignées dans divers domaines? Est-ce que... au fond, on a envie de vous demander, vous êtes historien de l'économie, pour vous, ça n'est pas strictement un problème, une question, un aboutissement religieux. D'où vient l'idée? Comment l'expliquez-vous? Alors, il y a un problème, comme toujours, dans ce type de questions historiographiques, parce qu'en général, on a parlé du ghetto comme d'une invention du XVIe siècle, qui était une rupture avec le passé. Évidemment, du moment qu'on a représenté l'histoire des Juifs italiens comme une histoire idylliaque, disons, donc l'histoire d'une coexistence parfaite, heureuse entre chrétiens et juifs, on ne comprenait pas pourquoi tout d'un coup on a inventé le ghetto au XVIe siècle. Et si, comment dire, on change notre point de vue et on observe de plus près l'histoire des relations entre chrétiens et juifs au Moyen-Âge, on a l'impression de comprendre un peu mieux la naissance des ghettos au XVIe siècle. C'est-à-dire, si on substitue, en lisant les sources, à l'idée de la coexistence heureuse, l'idée d'une coexistence ambiguë entre chrétiens et juifs, donc ce qui est plus difficile évidemment à représenter, on peut un peu mieux comprendre la naissance du ghetto. Et j'essaie d'expliquer ce que je vois, ce que je crois de voir dans les sources. C'est-à-dire que la relation entre chrétiens et juifs en Italie est une relation est caractérisée par une situation politique tout à fait spéciale, c'est-à-dire il n'y a pas un pouvoir central, c'est bien connu, il n'y a pas une majorité chrétienne qui soit en même temps une majorité politique. Donc il y a une sorte de, comment dire, de différenciation entre le fait que le pays est plus ou moins chrétien, que l'Italie est plus ou moins chrétienne, et le fait qu'il n'y a pas un pouvoir chrétien solide qui fait de ce christianisme un système politique, comment dire, homogène. Donc, les pouvoirs chrétiens, les Italies chrétiennes, organisent avec leurs juifs, avec les juifs présents dans les différentes régions, des relations assez compliquées et différenciées qui sont en même temps, surtout je parle du bas Moyen-Âge à partir du XIIe siècle, de acceptation et refus. On veut les juifs et on ne les veut pas. Le problème est pourquoi on a des juifs en terre chrétienne et en même temps, quelle est l'utilité des Juifs pour nous, les chrétiens? Et alors, c'est quoi l'utilité? Mais le problème ne devient pas un problème national, disons. C'est un problème contingent et local. Ce qui fait toute la différence de la relation entre chrétiens et juifs en terre italienne. Et normalement, on retrouve la raison de la présence des Juifs dans la gestion du prêt à intérêt, donc de l'usure, dans un pays qu'il ne faut pas l'oublier, a inventé, parmi d'autres choses, la finance moderne. Donc, évidemment, il y a quelque chose de particulier dans le fait qu'on retrouve chez les Juifs, pour les Juifs, une utilité économique dans un pays
où, évidemment, on découvre la finance comme technique de gouvernement. On reproche aux Juifs de faire du prêt à intérêt de l'usure, la figure de l'usurier juif, parce qu'au fond, c'est du petit prêt, alors qu'on tolère très bien la haute finance chrétienne. Je dirais qu'un phénomène que j'ai justement un peu étudié dans mes livres, et qui est typique de l'Italie de la fin du Moyen-Âge, et qu'on travaille sur la finance, on élabore des techniques financières en faisant une distinction entre l'usure, c'est-à-dire la vente directe de l'argent, et les opérations financières, c'est-à-dire le grand crédit. Ça, on le voit déjà très bien au XIIIe siècle, et ça continue à travers l'invention des phénomènes financiers très importants comme la dette publique entre le XIIIe et le XIVe siècle, jusqu'à la fondation des banques, des mondes des piétés, et puis des banques publiques, justement, au XVIe siècle. Et une coïncidence qui peut-être n'est pas une coïncidence est que la croissance de la finance chrétienne coexiste, comme on dit en français, oui, coexiste avec l'abaissement du statut social des Juifs et avec la condamnation de plus en plus explicite du prêt à intérêt. Donc, il y a une relation entre la montée de la finance chrétienne, de la banque chrétienne, et l'abaissement de la condition des Juifs et la condamnation d'une partie du discours économique qui est représentée par le petit prêt à intérêt. Du coup, cet abaissement consiste aussi à les enfermer, à les assigner à résidence dans un quartier qu'on va contrôler. Je ne sais pas, mais on peut hypothéser que le fait que le ghetto a sa date de naissance exactement au moment, exactement dans les mêmes années où le monde des piétés se transforme en banque publique, c'est-à-dire dans la première moitié du XVIe siècle, nous dit quelque chose. On marginalise. Alors, Michael Gasperoni, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que vous pensez de cette interprétation très politique? Vous dites quelque part, vous avez titré joliment un des articles, le ghetto est une technique de gouvernement. Hein, oui, c'est ça, une technique de gouvernement. Parlez-nous du ghetto que vous avez bien étudié à l'époque moderne, donc à partir de 1516 à Venise, mais ils se sont multipliés, pas partout d'ailleurs, hein, pas partout, mais dans plusieurs villes, beaucoup de villes d'Italie. Parlez-nous du ghetto italien, Michael Gasperoni. Est-ce que c'est une persécution ? Est-ce que c'est un abaissement? Est-ce que c'est un moyen de gouvernement? Pourquoi est-ce qu'on enferme les Juifs? Et d'abord, est-ce qu'on les enferme vraiment et complètement? Alors j'allais dire, ça dépend des endroits et aussi des époques. L'histoire de la ségrégation sociale des Juifs ou de la marginalisation sociale des Juifs est tout sauf linéaire. Dans son livre, Giacomo Todeschini a bousculé un peu les habitudes des modernistes comme moi, parce que moi je ne suis pas métiviste du tout, et c'est vrai que c'était assez déroutant, c'est-à-dire que pour Giacomo Todeschini, le ghetto c'est pas un point de départ, c'est un point d'arrivée, et de ce point de vue-là c'était une réflexion assez stimulante et qui montre bien justement toute l'ambivalence et le changement dans la manière dont les chrétiens, en tout cas les élites chrétiennes on va dire, plutôt financières, parce que c'est ça aussi, c'est de l'histoire politique, économique et financière, l'ouvrage de Giacomo Todeschini, perçoivent le crédit et sa fonction. Au Moyen-Âge, il y a quand même une ambivalence, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un microcrédit pour X raisons, et je renvoie aux travaux de Giacomo Todeschini qui sont très riches là-dessus. Si vous voulez en savoir plus, on ne peut pas développer. Mais en tout cas, il y a une très grande ambivalence face à l'argent juif, c'est-à-dire le commerce juif de l'argent, qui est un prêt vraiment c'est du microcrédit, pour le dire. C'est pas du tout des grands financiers comme les Médicis, c'est pas du tout de ça dont on parle. Et en même temps, une présence qui est mal perçue, mal acceptée. Et le ghetto intervient d'une certaine manière à un moment où on cherche à normaliser, il y a un changement, et d'une certaine manière, il vient normaliser une situation. Il y a un historien israélien qui s'appelle Ravid, qui a une très belle expression, il dit que ça rend une situation innaturelle et anormale en quelque chose de normal et de naturel. C'est-à-dire qu'on normalise une situation, et d'ailleurs qui sera mouvante, parce qu'en fait, le dernier ghetto, pour vous donner une date, à être créé, c'est à Correggio, en Émilie,
en 1782, c'est-à-dire 7 ans avant la Révolution française, en Italie, est créé un ghetto. Il y en a d'autres dans le nord, dans le Piémont, c'est au début du XVIIIe siècle. Mais disons qu'il y a une stabilisation au XVIIe siècle. C'est la raison pour laquelle, dans la revue du XVIIe siècle, on parlait de siècle des ghettos, qui était une expression d'ailleurs que je n'ai pas inventée, c'était une expression que j'ai empruntée à un historien. Alors, là, ce qui change quand même, c'est que Venise crée un précédent dont va s'emparer les papes, et notamment Paul IV Carafa, avec la Comunimis Absurdum, comme il est absurde que, en fait, c'est le début du préambule, qui va devenir un modèle, ou en tout cas qui est censé devenir un modèle de gestion de la présence juive sur le territoire, qui a une dimension spatiale très forte, puisque vous voyez la carte, en fait, là, on est en 1730, mais en réalité, il y a des communautés qui disparaissent petit à petit jusqu'à ces dates. Là, ça se stabilise. Mais en gros, il y a plusieurs échelles. L'échelle au niveau de la péninsule, on a une réduction de la présence juive qui était présente partout. En Sicile, il y avait énormément de communautés. Et là, on ne parle pas de crédit, on parle essentiellement d'artisanat. Il ne faut pas oublier que les juifs ne sont pas des banquiers, ne sont pas tous des rabbins, ne sont pas des marchands. Il y a des artisans, il y a donc un menu peuple, entre guillemets, et que cette réduction spatiale, ça se fait aussi au niveau régional. Donc on a des régions qui sont progressivement vidées de leurs juifs et qui sont concentrées dans des villes. Donc là, on a un deuxième niveau. Et à l'intérieur même des villes, on crée des quartiers qui sont séparés et qui sont censés répondre à certaines normes, donc justement d'abaisser la condition de vie des juifs. Alors, il y a un grand débat. Par exemple, comment on abaisse ? En interdisant certaines professions, en interdisant aux juifs d'avoir un certain statut social. Par exemple, on ne peut plus les appeler avec un élément de titulature, comme messer, comme signore, dominus, par exemple. Certaines professions sont interdites progressivement. Il faut rappeler qu'en 1682, et là, justement, ce serait une belle discussion, je crois avoir avec Giacomo Todeschi, sur la fermeture des banques juives dans certains États, mais pas dans tous. C'est-à-dire que le ghetto, à Mantoue, il y a encore des banques, des banquiers au sens ancien, mais en 1682, à Rome, il y a la fermeture des banques juives. Quand vous avez une communauté qui s'est structurée autour du microcrédit, du crédit, et qui d'ailleurs n'est pas cantonnée au seul banquier, parce qu'il ne faut pas croire que le banquier, c'était seulement une élite, parfois on le lit dans la littérature. En réalité, dans les ghettos, il y avait un droit de possession, donc je vous passe les détails, mais qui s'appliquait aussi aux banques. Ce qui veut dire que était banquier, on sous-louait, si vous voulez, on sous-louait une banque. Et la banque était une profession qui était beaucoup plus diffuse dans la société romaine. Et en particulier à Rome, c'est flagrant. Dès lors qu'en 1682 et dans les États de l'Église, on interdit les banques, il y a une bonne partie de la population, on dira, je sais pas, un cinquième, qui se voit privée non seulement d'une ressource, mais aussi d'une profession qui l'habitait d'une certaine manière. Donc il a fallu se reconvertir. Et il y a un effondrement économique. Et le ghetto, de ce point de vue-là, a réussi. On le voit dans les dots. J'étudie les dots des femmes. Ils sont appauvris. Appauvris, on le voit dans les dots des femmes. Systématiquement appauvris. Oui. On a quand même... Alors, moi, je ne suis pas médiéviste, j'ai beaucoup de chance. C'est-à-dire que j'ai énormément de sources, j'en ai trop. On en a trop pour l'époque moderne. Et du coup, on a des listes fiscales, on a des déclarations d'impôts. D'ailleurs, on en parlera demain avec Catherine Brice à la table ronde, justement, ces questions de fiscalité aussi et des étrangers. Donc on les voit s'appauvrir. Mais quand même, vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question mais qui me paraît importante parce que je pense qu'il y a souvent la méconnaissance là-dessus. Est-ce qu'on est enfermé dans un ghetto ? Alors oui, mais il faut voir que parfois les Juifs bénéficiaient de connivence avec les habitants chrétiens. Par exemple, les Juifs de Pesaro, dans les Marches, en Italie centrale, je ne sais pas si vous voyez... sur l'Adriatique, se plaignent parce qu'en fait, le portier qui était payé par la communauté, qui était censé fermer les portes la nuit, ne faisait pas son boulot. Et donc, il y a des gens qui s'introduisaient dans le ghetto la nuit, des chrétiens. Il y avait des vols. Il y avait aussi des permissions. Il ne faut pas voir que... Alors, il y a une coercition, c'est une volonté de contrôle social. Mais en fait, au XVIIe et au XVIIIe siècle, on trouve des permissions de sortie pour aller au théâtre, par exemple. Donc, les autorités citadines donnaient aux Juifs la possibilité de sortir la nuit, alors que c'est formellement interdit, puisque théoriquement, le ghetto est fermé à clé de l'extérieur, du matin au soir. Mais donc il y avait des processus de négociation qui étaient constants. Merci. Alors, donc tout de même, persécution peut-être pas, protection à certains égards, on n'en a pas beaucoup parlé, mais enfin ça sert à aussi organiser, enfin la communauté s'est organisée à l'intérieur du ghetto, mais en tout cas, appauvrissement, marginalisation, contrôle, abaissement de la communauté, des communautés, vous l'avez bien montré, je pense. Alors, on va faire un saut tout de même par-dessus cette parenthèse, je ne sais pas si c'est une parenthèse, mais enfin par-dessus l'époque plus ou moins enchantée du Risorgimento pour venir à une autre forme de persécution qu'il faut bien aborder et que vous connaissez bien, Marianne, qui est la persécution raciale
à l'époque du fascisme. Longtemps, ça a été minimisé. Longtemps, on a dit, s'il y a une politique antisémite de l'Italie, c'est à cause des nécessités de l'axe Rome-Berlin, c'est à partir de 1938. Avant, eh bien, le fascisme était d'une extrême tolérance avec les Juifs, dans la tradition peut-être de ce 19e siècle que vous nous avez évoqué. Alors, vous faites partie des gens qui nous ont montré un tout autre tableau. Alors, Marianne, à quoi est dû ce tournant racial du fascisme en 1938 ? Je vais y venir juste sur le moment enchanté. Je ne reprends pas à mon compte, hein, bien évidemment. Et il y aurait beaucoup à dire, y compris sur les conditions de vie des Juifs à l'intérieur du ghetto avant et après l'ouverture. Donc les murailles sont abattues peu avant 1848 pour ce qui est du ghetto de Rome, si je me souviens bien, mais les Juifs qui sont installés dans ce quartier, vivent dans des conditions qui sont absolument épouvantables, de très très grande pauvreté, exerçant des métiers qui sont cette fois des métiers type chiffonnier, brocanteur, et au point qu'au début du XXe siècle, le ghetto sera en partie construit pour des raisons aussi d'urbanisme et de salubrité, hein, sera en partie détruit pour cela. Alors, pour ce qui est du fascisme, donc, comme je l'ai dit, il n'y a pas véritablement de tradition d'antisémitisme politique. Et avant 1938, il n'y a pas trace d'antisémitisme dans la doctrine donc, du fascisme. Il y a même, ce qui ne veut pas dire que certains fascistes ne sont pas antisémites, mais on trouve des juifs à l'intérieur du parti fasciste. Il y a même en proportion plus de juifs fascistes que de non-juifs, pour des raisons qui peuvent s'expliquer d'un point de vue sociologique et d'un point de vue géographique. Donc. Et c'est à partir de 1937 donc, que certains signes dans les discours de Mussolini peuvent laisser penser que sa politique va évoluer. Mais encore une fois, avant 1938, il n'en est rien. Alors pourquoi effectivement ce tournant ? Alors je ne suis pas la première hein, du tout à avoir travaillé là-dessus. Il y a eu déjà au début des années 60 un livre important de l'historien Renzo De Felice qui a longtemps resté un des grands historiens du fascisme. Et c'est un livre qui avait été commandé par la communauté juive qui déjà mettait à jour énormément de documents donc, sur la persécution, sur les lois raciales, donc les lois antisémites, sur la propagande qui était apparue à ce moment-là. Ensuite, il y a eu d'autres travaux et l'un des historiens qui a beaucoup apporté aussi sur ce sujet, c'est Michele Sarfati, parce qu'il a montré que non seulement ces lois avaient été adoptées, mais qu'elles avaient été exécutées hein, de manière extrêmement précise. Il parle de persécution administrative et je crois que c'est tout à fait ça. Alors là où il peut y avoir débat, c'est sur le pourquoi. Il y a un autre historien israélien qui s'appelait Meir Michaelis qui avait montré donc qu'il n'y a pas eu de pression de l'Allemagne, de pression directe sur l'Italie, donc pour qu'en 1938, elle se convertisse à l'antisémitisme. Et je vous rappelle quand même que le fascisme arrive au pouvoir en 1922, que c'est un régime totalitaire et que donc s'il avait voulu avant persécuter les Juifs, il pouvait effectivement le faire. Alors comme je pense que vous allez me demander combien, il y avait autour de 50 000 à peu près Juifs en Italie, donc à ce moment-là. Peut-être un peu moins, entre 40 et 50 000, j'ai plus les chiffres précis en mémoire. Et donc, on pourrait faire l'inventaire, je ne sais plus si dans les quelques images là, je l'ai fait, mais des déclarations multiples de Mussolini qui visaient justement à rassurer les Juifs. Tiens, ça ne marche plus, pourquoi ? Ah, voilà. Est-ce que j'ai ces déclarations ? Non, peut-être pas. Alors, j'ai tout enlevé. Bon, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ?
Il y a peut-être un technicien. Comment je peux revenir au début du PowerPoint, monsieur? Merci beaucoup. Voilà. Ah, alors, on a passé... Il y a un peu de texte écrit. Voilà. Voilà. Alors, ce sont des déclarations qui sont très, très connues, mais par exemple, Mussolini, en 1929, fait cette déclaration parfaitement grandiloquente. Donc, pour rassurer, c'est au moment des accords de Latran, et donc il y a des inquiétudes au sein de la communauté juive en Italie et ailleurs. On se demande si ça ne va pas avoir des répercussions négatives pour les juifs. Et donc il explique, voilà, les juifs sont peut-être les plus romains des romains. Ils étaient là au moment de l'enlèvement des Sabines, on les laissera en paix. Bon, et ce genre de déclaration sera répété régulièrement dans différents lieux, y compris donc jusqu'en 1937. Les hiérarques fascistes répètent à l'envi il y a une spécificité du fascisme par rapport au national-socialisme. La conception de la nation n'est pas la même. Nous avons une conception de la nation qui est indifférente à la race, en l'occurrence. Bon. Et puis, donc, à partir, en février 1938, arrivent les premières déclarations où on comprend que Mussolini est en train de changer. Alors, pourquoi a-t-il attendu donc 1938? Je pense que pour expliquer cela, il faut analyser ce qu'était la conjoncture à ce moment-là du régime fasciste, régime totalitaire qui, comme l'avait bien expliqué Hannah Arendt, est dans une logique qui est une logique d'escalade perpétuelle. Et la figure de l'ennemi est quelque chose qui joue un rôle absolument central dans ces régimes totalitaires. Et Mussolini avait un projet, c'est en cela que réside donc l'utopie totalitaire du fascisme, qui consistait à transformer la société, à changer le caractère des Italiens, à forger un homme nouveau. Je vous renvoie aux travaux d'Emilio Gentile sur toutes ces questions-là. Et il se désole parce qu'il voit que cet homme nouveau italien, il tarde à venir. Et il se désole particulièrement lorsqu'il va en Allemagne en septembre 1937 et il observe à ce moment-là que Hitler est en train de réussir là où lui n'a peut-être pas échoué, mais en tout cas va beaucoup plus lentement. Il est fasciné par les foules allemandes, par leur discipline, etc. Et donc je crois qu'il y a ce contexte d'ensemble, c'est-à-dire qu'il y a indéniablement une forme d'émulation, de rivalité entre ces deux dictatures. Jusqu'en 1934-1935, dans la galaxie des fascistes, c'est le fascisme italien qui est le point de référence. Et puis, à partir de 1935, on le voit très bien, par exemple, lors des différentes réunions à Montreux et ailleurs qui visaient à créer une internationale fasciste, le point de référence, la patrie du fascisme, ça devient ensuite l'Allemagne. Donc, même s'il n'y a pas de pression directe de l'Allemagne, l'Allemagne est indéniablement présente dans le tableau à ce moment-là. Et je crois l'autre point déterminant, c'est qu'il faut des ennemis pour donner du grain à moudre aux cadres, aux responsables du parti. Et les ennemis, en 1938, en Italie, il n'y en a plus, puisqu'ils sont en prison, en exil. Il y a eu un moment de grande mobilisation intérieure qui était la guerre d'Éthiopie. Ensuite, il y a eu la guerre d'Espagne qui a déjà suscité moins d'enthousiasme et plus de contradictions. Et donc, d'une certaine façon, je résume les choses de manière très schématique, mais d'une certaine façon, les Juifs apparaissent à ce moment-là comme la seule population qui est susceptible donc de devenir cette figure de l'autre, cette figure de l'ennemi qui est si centrale donc dans les régimes totalitaires. Et ça ne va pas de soi parce que justement les Juifs étaient très bien intégrés, il y en a eu même au gouvernement, il y avait ces mariages mixtes qui étaient particulièrement nombreux, et c'est d'ailleurs sur le terrain des mariages mixtes que l'Église va essayer de batailler pour tenter donc d'atténuer la portée des lois. Alors en deux mots peut-être, est-ce que je dis deux mots des lois raciales à présent ? Oui. Très rapidement. Oui. Donc vous avez ici un petit schéma qu'on a beaucoup trouvé dans la presse à l'époque et qui est d'ailleurs incomplet. Donc les premières lois
décide de l'expulsion des Juifs étrangers, de l'interdiction, enfin de l'obligation pour les enfants juifs et les enseignants d'ailleurs de fréquenter des écoles séparées, des interdictions professionnelles de plus en plus nombreuses sont mises en place, des lois de spoliation du patrimoine sont également adoptées. Elles ne seront véritablement appliquées que sous la République sociale italienne. Elles commencent à être mises en œuvre avant, mais lentement pour toute une série de raisons que je n'ai pas à expliquer. Les Juifs sont exclus du parti, ce qui évidemment, dans le contexte, est aussi un handicap très grand. De l'armée, ce qui va les désoler, parce que ces Juifs étaient justement, se sentaient profondément italiens, et donc c'est vécu comme une humiliation profonde, au point qu'au moment de la guerre, certains écriront au Duce pour combattre aux côtés de l'Allemagne, ce qui peut sembler invraisemblable, mais parce que pour eux, c'est en effet une forme de déchéance. Voilà, donc ces lois sont très sévères, sont comparables au fond à celles qu'adoptera le régime de Vichy, avec une mesure quand même, Vichy ne l'adoptera pas parce qu'entre-temps, le Vatican aura fait des pressions qui est l'interdiction des mariages mixtes, hein, donc c'est présent aussi dans la législation italienne, pardon, et ces lois sont appliquées très sévèrement. Les Juifs deviennent vraiment pratiquement du jour au lendemain des parias, hein, dans la société italienne. N'empêche que, alors oui, ce tournant est fondamental, n'empêche qu'il n'y aura pas de rafle et enfin, de participation à l'extermination avant 1943, c'est-à-dire la chute. Alors, oui, c'est un antisémitisme qui n'est pas un antisémitisme exterminateur, rédempteur au sens ça commence en 1943 avec la capitulation. Ça commence sous la République sociale italienne, effectivement. La République de Salo. Avec la République de Salo, avec l'occupation allemande. Au début, parce que Mussolini craignait les réactions de l'Église, on en reparlera peut-être tout à l'heure, et donc il y a une espèce de leitmotiv qui revient dans la presse et dans la propagande, qui est nous voulons séparer, mais pas persécuter. Bon, en fait, ce sont bel et bien des persécutions, évidemment, mais je dirais que le modèle à ce moment-là, c'est plutôt l'apartheid, effectivement, que l'extermination, qui arrivera dans un deuxième temps. Alors, je voulais juste vous montrer quand même ça, qui est une image très connue, mais qui, d'une certaine façon, résume assez bien le projet du fascisme. Vous voyez à gauche le Dorifort de Polyclète, une statue qui vient d'un musée d'Allemagne qui représente un juif, et une photographie d'hommes noirs qui vient d'une collection d'un anthropologue qui était à l'origine de l'élaboration des lois raciales. Et donc le glaive qui passe entre les deux est censé représenter donc la séparation des Ariens, et pour représenter les Ariens, puisque la nouvelle doxa fasciste a décrété que les Italiens étaient des Ariens, ce qui fait quand même rigoler les Allemands qui n'en demandaient pas tant, hein. Et tous les autres donc sont rejetés dans une altérité, les Africains et les Juifs. Ce faisant, le régime donne l'impression d'une continuité entre la politique coloniale et la politique antisémite, et les fascistes essaieront d'expliquer que, au fond, les lois anti-juives prolongent la politique de séparation qui est intervenue en Éthiopie, alors que les choses sont beaucoup plus compliquées que cela, mais je n'ai pas le temps probablement de l'expliquer. Merci. Alors oui, un mot sur le bilan quand même. Presque 8000 dans l'extermination, le bilan de l'extermination pour les Juifs d'Italie. Oui, alors donc, à partir de septembre 1943, commencent les déportations. Il y a en particulier une grande rafle à Rome le 16 octobre 1943 et ensuite d'autres dans le nord de l'Italie qui sont réalisées en collaboration, par une collaboration entre la police italienne donc, et les Allemands. Et il en résulte la déportation d'environ 20%. Des Juifs qui étaient encore présents en Italie à ce moment-là, c'est-à-dire autour de 7000 personnes donc, qui seront exterminées pour l'essentiel vers Auschwitz.
Bien, et cette rafle, on reviendra vers vous, Marianne Mattard-Bonucci, cette rafle, la grande rafle de Rome, se fait sous les fenêtres du pape, écrivez-vous quelque part, et ça m'amène à une autre question. Qu'est-ce que ça change pour les Juifs de la péninsule d'être si près du pape, on aurait envie de dire, pour paraphraser une phrase fameuse à propos du Mexique, si loin de Dieu et si près du pape, puisqu'on se demande s'il les a vraiment protégés. Je voudrais vous redonner la parole, Giacomo Todeschini, mais non sans avoir lu un texte que peut-être vous allez nous aider à comprendre. C'est une bulle du pape Paul IV Carafa de 1555. C'est en latin, les bulles du pape, donc ça commence, vous savez, on les signale par leur premier mot, cum nimis absurdum. Il est absurde et inconvenant au plus haut point que les Juifs, condamnés par Dieu, par leur faute, à l'esclavage éternel, puissent, sous prétexte qu'ils sont protégés par l'amour chrétien et tolérés au milieu de nous, montrer une telle ingratitude. Nous avons appris qu'à Rome et dans quelques localités, leur impudence est telle que non seulement ils vivent au milieu des chrétiens, mais aussi à proximité des églises, et ce, sans aucune distinction de vêtements. Alors, Giacomo Todeschini, parlez-nous du pape, et peut-être vous avez un commentaire à faire sur ce texte et sur le vocabulaire, disiez-vous. Alors, je commence par le texte. J'ai sous mes yeux le texte latin et que vous avez très bien traduit. Alors, dans ce texte latin, on retrouve tout un vocabulaire très ancien, qui est le vocabulaire de l'ingratitude et de l'arrogance des Juifs. L'idée est qu'ils ne restent pas à leur place, plus ou moins. Alors, ce que je voudrais dire à partir de ça est que l'antijudaïsme chrétien et puis catholique au Moyen-Âge et au commencement de l'âge moderne est un antijudaïsme scripturaire. Donc, ce thème de l'arrogance et de la servitude est un thème très ancien, et pour le comprendre, il faut se rappeler quel était le rôle de Juifs dans la pensée chrétienne. Et donc ce rôle était un rôle, comme le disait Augustin, de bibliothécaire, scriniari en latin, c'est-à-dire une sorte de témoin, de témoignage vivant de la vérité des Écritures. Donc c'était un rôle parfaitement passif. Alors cette image du rôle parfaitement passif des Juifs faisait de la présence active culturelle, juridique, talmudique, économique des Juifs un scandale. Et ça commence déjà, en fait, au Moyen-Âge, surtout à partir du XIIe siècle, c'est-à-dire immédiatement après la réorganisation de l'Église en forme politiquement plus homogène. Et donc, il y a un double problème, je dirais. D'un côté, dans la bulle du pape Paul IV, on retrouve cette tradition d'antijudaïsme idéologique, disons, scripturaire. Et de l'autre côté, on peut comprendre que c'est antijudaïsme qui est, dans cette version typiquement italien, est lié à un problème de perception chrétienne de ce que dans la réalité étaient les Juifs. Donc, par exemple, le Moyen-Âge juif italien produit beaucoup de culture. Il n'y a pas seulement des côtés économiques, mais il y a des livres, des commentaires bibliques, des commentaires talmudiques, des romans, des poésies, beaucoup de choses. Toute une culture qui n'est pas perçue par le monde chrétien contemporain, qui a des problèmes aussi à percevoir la communauté juive comme organisation juridique, par exemple. Par exemple, lorsqu'on lit les sources chrétiennes médiévales italiennes, on est frappé par le fait que lorsque le pouvoir chrétien a affaire avec des communautés juives,
les documents chrétiens parlent seulement des Juifs en tant que personnes, en tant qu'individus. Donc il n'y a pas une perception du groupe juif comme groupe culturel, comme groupe politique, comme groupe économique, et en même temps, donc, l'antijudaïsme un peu mythologique, je dirais, est toujours très vivant en Italie, et ça explique, je pense, une certaine ambiguïté de la relation entre chrétiens et juifs en Italie. Ceci dit, le pape. Alors, les papes, au Moyen-Âge, ont des politiques très différenciées au regard des Juifs. Et récemment, on a publié, il y a un jeune chercheur italien qui travaille en Allemagne, qui a fait une thèse de doctorat qui montre assez clairement le fait que lorsque le pape devient français, c'est-à-dire avignonnais, la politique des papes vers le juif italien empire. Ça devient quelque chose de plus dur, plus sévère. Donc, il y a une différence entre la politique des différents papes et il y a évidemment... Je trouve que ce travail sur le changement de la politique pontificale vers les Juifs pendant la période d'Avignon, la période avignonnaise, montre que l'attitude des papes vers les Juifs en Italie est conditionnée par le contexte politique. C'est assez évident. Lorsque le pape est à Rome, reste à Rome, il est le souverain d'un petit État, d'un État. Il est un seigneur territorial, donc il a affaire avec des Juifs concrets et vivants, qui ne sont pas des Juifs mythiques, mais sont des Juifs du Latium, de l'Ombrie, etc. Lorsque le pape s'éloigne de l'Italie, les Juifs sont à nouveau des Juifs un peu idéalisés dans le sens négatif. Donc, ils sont encore, ils redeviennent le bibliothécaire, le témoignage vivant de l'Écriture, et donc leur arrogance. Ils semblent de plus en plus arrogants au pape qui est allé à l'étranger parce qu'ils sont vivants. Donc, ils sont en fait une communauté, ils produisent des choses, ils font des choses, etc. Donc, il y a une politique très fluctuante, on peut dire ça. Oui, fluctuante. Une politique papale très fluctuante. Et en même temps, il ne faudrait pas, parce que la question est un peu compliquée, il ne faudrait pas oublier que le droit canon et le droit civil, qui influencent la position des papes, changent entre la fin du Moyen-Âge et le début de l'âge moderne. Et donc, par exemple, on le disait aujourd'hui, à la fin, dans la deuxième moitié du XVe siècle, on trouve chez certains juristes qui ne sont pas des juristes du droit canon, mais du droit civil, on commence à dire qu'être juif est un crime en soi, un crime que la loi ne peut pas punir, mais c'est franchement quelque chose d'aberrant. C'est écrit comme ça. Être juif est un crime. Exactement. Et ça nous montre, pourquoi je dis ça, parce que ça nous montre que l'attitude, ce type d'affirmation, c'était impensable, je veux dire, dans le droit canon civil du XIIIe siècle, qui était encore lié à l'idée que les Juifs, en abstrait, étaient citoyens de l'Empire romain, par exemple. Non ? Tout cela change entre XIVe et XVe siècle. Et donc, la politique des papes est influencée. Alors, je note tout simplement que l'invention des ghettos et la cum nimis absurdum, c'est-à-dire la bulle que vous avez traduite, est produite après ce changement du climat juridique et donc dans une phase historique, dans un contexte qui retrouve l'arrogance des Juifs comme contradiction représentée par le fait que les Juifs ne sont pas
ne s'adapte pas à ce rôle de témoignage passif de la vérité. Merci. Michael Gasperoni, comment expliquez-vous, vous, une telle dureté du pape qui, par ailleurs, peut protéger, on vient de le rappeler, les Juifs du comtat venessin, par exemple. Mais comment expliquer cette dureté ? Alors, je vais vous répondre en revenant un peu en arrière, ce qui me permettra à la fois de vous répondre... Non, mais ce sera très rapide, vous inquiétez pas. Vous pouvez me couper la parole, de toute façon, je le prendrai pas mal. En fait, je reviens à la dimension spatiale. Tout à l'heure, je travaille dans un laboratoire où on fait de la démographie historique et je suis très sensible au nombre, à la population, etc. Quand je parlais de réduction spatiale tout à l'heure, si vous voulez, il faut bien avoir conscience que lorsqu'une population est expulsée d'une région et qu'elle se concentre dans une ville au lieu d'être disséminée dans à peu près une vingtaine ou une trentaine de bourgs, ça va avoir un impact sur sa population. Et vous allez voir le lien avec le pape et les relations avec le pape. C'est-à-dire qu'à Rome, par exemple, on passe de 1500 habitants avant le sac de Rome à 3000 dès lors que le ghetto est fait. Donc la population est multipliée par 2. Ce qui, évidemment, vous imaginez bien, entraîne un certain nombre de conséquences en termes d'organisation, surtout dans un espace, ce qu'on a oublié de dire, c'est que le ghetto est quand même un espace contrit, avec des contraintes spatiales très fortes, et aussi en termes d'hygiène, je crois que Marianne Matar l'a dit, c'était très intéressant, en termes d'hygiène, de ravitaillement, de nourriture rituelle, disons l'abattage rituel de la nourriture. Et c'est une autre spécificité des Juifs d'Italie, c'est que ce sont une population urbaine. En Europe de l'Est, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Donc je crois que ça aussi, c'est quelque chose sur lequel... Voilà. Il faudrait insister, ça me permet d'arriver à la question du pape. C'est que le fait qu'il faille s'organiser, parce que de toute façon, l'hygiène, la nourriture, le ravitaillement, les Juifs, et en plus le nombre de la population d'habitants qui augmente, fait qu'il y a une structuration communautaire qui se fait, qui va permettre aux Juifs, paradoxalement, de s'organiser et de discuter avec le pape, c'est-à-dire d'avoir des représentants, il y a des instances d'organisation, et paradoxalement, le ghetto, et je voudrais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, je ne veux pas vous donner l'image d'une vision, une vision très édulcorée du ghetto. Je n'étais pas en train de dire tout à l'heure, quand je disais qu'il y avait des marges de négociation, des marges de liberté, je ne suis pas en train de vous dire que c'était super. Au contraire, il y a quand même c'est c'est un instrument de contrôle social des populations, ça va de soi, et je le rappelle. Mais j'insiste quand même sur le fait qu'il y ait la capacité de négociation, et le fait d'être dans une communauté reconnue comme telle, l'Universitas Hebreorum, l'université des Juifs, c'est-à-dire on est un organe, une instance de gouvernement. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a le signe distinctif. D'ailleurs, c'était très intéressant avec l'époque contemporaine. On voit qu'il y a des continuités par rapport au Moyen-Âge et à l'époque moderne. Mais ce qui est nouveau, à mon avis, c'est non pas ces mesures. Ces mesures, elles existaient déjà au Moyen-Âge, mais elles étaient appliquées à différents endroits, mais jamais en un même lieu et en un même moment. Et je crois que c'est ça qui caractérise la Communis Absurdum, c'est la concentration d'un nombre de mesures. Le signe, au Moyen-Âge, on en avait, la rouelle, etc., le béret ou le voile pour les femmes. Dès le XIIIe siècle. Oui, bien sûr. Mais c'est surtout l'application et la volonté d'application rigide, intangible de ces mesures qui caractérisent la Communis Absurdum. Par contre, au tout début de la ghettoisation, même dans les États dits papes, cette ambivalence qu'avait décrit d'ailleurs Giacomo Todeschini des papes, on revient en arrière, ça continue jusqu'en 1593 et ensuite il y a une stabilisation. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, c'est que dès lors que le ghetto est créé, il y a un historien qui s'appelle Kenneth Stowe qui a écrit des choses là-dessus. Il a fait un dépouillement des sources au moment où le ghetto est institué. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est en train de se passer quand même un bouleversement majeur qui va durer quand même 1555-1870 à Rome. On parle quand même d'un événement majeur de dégradation de conditions de vie, de prédication forcée, de signes, voilà. Et les Juifs n'en parlent pas. En tout cas au début. On est en 1555 et dans les sources juives, dans les notaires juifs de Rome, parce qu'il y avait des notaires juifs à Rome, ce qui est encore une spécificité romaine pour le coup, les Juifs n'en parlent pas. C'est comme s'il ne se passait rien. Et pour l'historien, c'est un peu effarant, parce que nous, on parle là d'un changement majeur, mais les Juifs disent, ils continuent leur vie, c'est-à-dire ils vont chez le notaire parce que je vais marier ma fille et donc je lui fais une dot, je fais un testament, mais ils ne parlent pas de ce qui se passe. Et donc ça, je pense que la perception des populations juives aussi est assez intéressante. En revanche, parce qu'ils étaient en fait dans cette continuité, ils imaginaient sans doute, ça va durer 10 ans, voilà, on va serrer les dents et puis ça va passer. Non. Et donc je pense que là, c'est vraiment, j'insisterai sur vraiment la cristallisation en un lieu, en un moment, en un texte, avec une volonté vraiment tangible que la condition juridique, sociale des Juifs doivent changer, même si, paradoxalement, ça a un impact sur leur capacité à négocier collectivement leurs droits. Et Giacomo Todeschini a parlé de la citoyenneté romaine. À Rome, ça devient un argument pour les Juifs. Et d'ailleurs, dans le dossier des Annales, Angela Groppi a écrit un article tout à fait intéressant que je vous conseille de lire, mais ça sortira dans un mois, sur cette question.
Et donc un durcissement de la condition entre XVIe et XVIIIe siècle jusqu'à la sortie du ghetto au début du XIXe siècle, on l'a dit. À l'époque contemporaine, évidemment, à l'époque du fascisme et de la guerre, le pape n'a guère protégé les juifs non plus. On lui a beaucoup reproché, évidemment, le vicaire Pie XII. Il y a eu 2 papes pendant la période. C'est vrai, Pie XI. Donc, Pie XI avait demandé une encyclique donc, sur l'unité du genre humain, effectivement, qui avait été commandée et qui, si elle avait effectivement vu le jour, aurait été probablement un texte important, donc, puisqu'il y avait une volonté quand même. En quelle année? Mais il est mort. Il est mort en 1939. Voilà, donc, sans avoir pu le Sans mener avoir pu, effectivement. On a redécouvert ça il y a quelques années. Il y a un livre tout à fait intéressant là-dessus. Alors, le successeur, Pie XII, je vous renvoie à la très belle biographie de Giovanni Miccoli de Pie XII, qui a été traduite en français. Donc, Pie XII, effectivement... ce qu'on sait, les archives vont être ouvertes, donc bientôt, depuis le temps que les historiens le réclamaient, elles doivent être ouvertes en mai prochain. Donc peut-être qu'il va y avoir de nouvelles perspectives. Mais ce que nous savons, c'est qu'au moment de l'adoption, d'abord des lois raciales, alors c'était encore Pie XI, le Saint-Siège a cherché à négocier uniquement sur la question des mariages mixtes, mais ne s'est pas opposé aux lois de manière générale. Et dans le contexte des déportations, il n'y a pas eu de déclaration du pape jusqu'au message de Noël 1942, où il fait allusion, pas seulement pour les Juifs d'Italie, mais pour les Juifs en général, où il fait allusion aux persécutions dont certaines personnes sont victimes pour leur appartenance religieuse. Enfin, et c'est au milieu de toute une énumération de victimes de la guerre. Donc c'est un message qui est passé relativement inaperçu. Ensuite, lorsque les déportations ont commencé à Rome même, il y a eu une protestation, effectivement, d'un diplomate donc, auprès des Allemands en disant que le pape voudrait que ça s'arrête, que sinon... Voilà, donc en gros, il y a eu effectivement une intervention à ce moment-là, mais ce n'est pas allé plus loin donc, que cela. Alors reste que l'Église a joué un rôle important dans le sauvetage des Juifs, parce que les missions de l'Église sont des missions de charité, et donc ce n'était pas, sans doute pas parce qu'ils avaient reçu une consigne, mais simplement parce qu'ils faisaient, si vous me permettez, c'est la fin de la journée, oui, je commence à être un peu fatiguée, donc parce qu'ils faisaient leur job de curé, leur travail en l'occurrence d'ecclésiastique, donc ils ont pu effectivement cacher des Juifs recherchés dans des couvents, et je crois qu'il y a autour d'1 millier quand même d'entre eux qui ont été sauvés grâce à cela. Voilà, donc une attitude en effet du Saint-Siège ambiguë, alors qui après peut s'expliquer, mais on ne va peut-être pas rentrer dans ce débat-là. Enfin, l'un des éléments qui a été avancé pour justifier les silences de Pie XII était qu'il craignait des répercussions sur les catholiques allemands, notamment. Bon, voilà. On a beaucoup écrit qu'au fond, il craignait plus Staline que Hitler. Voilà. Alors, en revanche, dans le contexte de la guerre froide, il a pris effectivement des positions qui étaient l'excommunication des communistes, des condamnations particulièrement nettes. Donc, il y a un contraste quand même entre la frilosité de son attitude sur la question de la Shoah et des Juifs et ce que seront ses positions après la Seconde Guerre mondiale. Bien, alors est-ce que l'Italie d'aujourd'hui entretient avec cette mémoire, la mémoire de cette présence juive et de des relations avec les Juifs, les mêmes relations compliquées que les Français, par exemple?
Est-ce qu'il y a de la mauvaise conscience? Est-ce qu'il y a du remords? Est-ce qu'il y a beaucoup de débats? En un mot, puisqu'on a, vous avez 1 ou 2 minutes chacun pour conclure, si nous voulons laisser quand même quelques minutes, enfin quelques questions à la salle. En un mot, Giacomo Todeschini, que diriez-vous de la mémoire de l'Italie juive dans l'Italie d'aujourd'hui? Disons que si on regarde les livres d'histoire, par exemple, qu'on écrit aujourd'hui, le manuel d'histoire, le manuel qui font l'histoire de l'Italie au Moyen-Âge, à l'âge moderne, on ne retrouve pas de juifs. Donc la présence des juifs n'est pas rappelée parce que normalement, cette présence n'est pas considérée significative, oui, pour l'histoire générale d'Italie, pour le dire franchement. Donc, il y a des siècles dont on parle où il n'y a pas de juifs. Tout d'un coup, on retrouve les juifs à l'époque, mais pas toujours des ghettos. Et finalement, on parle des juifs pour l'époque contemporaine. Et ce que je trouve est que disons, la composante juive de l'histoire italienne n'est pas présente à la conscience nationale comme dans d'autres cas, dans les cas d'autres minorités. Par exemple, la minorité vaudoise, par exemple. Ah oui. Donc, cette minorité n'est pas présente dans la conscience nationale et c'est pour ça que lorsqu'on écrit l'histoire d'Italie, disons, cette composante minoritaire n'est pas rappelée parce qu'on la considère insignifiante, fondamentalement. Oui, c'est très lourd ce que vous nous dites là. Oui, mais... Bon, on verra, vous êtes d'accord? Mais c'est une évidence, parce que c'est suffisant de prendre le manuel d'école et de voir combien de pages sont dédiées. Ils n'y sont pas. Mais non. Michael Gasperoni? Bon, je vais essayer d'être un peu plus optimiste. Moi, je suis un historien qui est vraiment passionné par les archives. C'est vraiment... Voilà, donc je parlerai d'archives. Pour moi, la mémoire, je parle de la mémoire des archives. Giovanni Levi, dans sa recension des Annali d'Italia consacrée aux Juifs en 2 volumes, avait regretté que les historiens qui travaillaient sur les Juifs n'utilisent pas tellement les sources juives, voire des sources que par certains considèrent, d'ailleurs même lui, il posait la question, est-ce que les sources notariales sont des sources juives? Moi, par exemple, en l'absence d'état civil, quand je reconstitue mes populations, pour faire mes généalogies et pour faire de la démographie, j'utilise les sources notariales. Donc pour moi, quelque part, ce sont des sources internes. Je voudrais finir sur les sources juives qu'il faudrait encore... Il y a tout un champ de recherche et il y a des jeunes chercheurs qui commencent à travailler dessus de manière vraiment systématique. Je voudrais en citer 2 pour leur rendre hommage. Martina Mampieri, qui est postdoctorante à Göttingen en Allemagne et qui a écrit une thèse à partir d'une chronique, une traduction écrite en hébreu de Benjamin da Civitanova, où il parle justement du ghetto, de ce qui se passe. Et donc ce sont des sources qui encore mériteraient d'être... Alors ça nécessite évidemment des compétences linguistiques, paléographiques, on est d'accord, mais le fait est que... Il y a des gens qui travaillent dessus. Bien sûr, il y en a plein. Il y a aussi Emma Abbat à Paris. Et David Eman aussi, qui est chercheur associé à l'EHESS. Et l'idée aussi de ces sources, c'est de les mettre à disposition de la communauté scientifique, des enseignants, des étudiants. Et c'est la raison pour laquelle on a lancé un projet d'atlas, qu'un atlas numérique, géomatique, je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose, en tout cas un atlas qui permet d'étudier sur la longue durée, avec des instruments numériques, les populations juives, mais en produisant des cartes, en mettant à disposition des chercheurs, des enseignants, des cartes, vous en avez vu une, mais on en fait beaucoup, et aussi des sources brutes, parce que c'est toujours intéressant d'aller à la source brute, des données, des analyses, et de les transmettre aussi. Je crois que c'est notre rôle de transmettre cette mémoire et ce patrimoine en tant qu'historien. Bon, mais enfin, il y aura fort à faire. Marianne Oui, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit M. Todeschini, mais je crois que ce n'est pas une spécificité italienne, c'est-à-dire que c'est le problème de l'histoire des Juifs telle qu'elle est enseignée de manière plus générale dans nos démocraties. Alors vous disiez, il y a le ghetto, chez nous ça commence en général avec l'affaire Dreyfus et la Shoah qui a fini par des persécutions. occuper, voilà, qui se réduit.
Donc, c'est vrai que c'est important de dire que l'histoire des Juifs ne se limite pas de toute façon à celle des persécutions. Et par ailleurs, on ne comprend pas, ça c'est un combat qu'on est quelques-uns à mener au sein de l'association à l'armée, on ne comprend rien à l'histoire de la Shoah si on ne sait pas effectivement ce qui s'est passé avant. Alors, pour ce qui est de la mémoire de la Shoah, effectivement, et des persécutions, il y a eu pendant très longtemps une occultation et d'une certaine façon l'idée du bravo italiano qui aurait été finalement plutôt gentil pendant la Seconde Guerre mondiale et d'un fascisme qui n'aurait pas été un vrai fascisme. Cette idée-là continue à prévaloir en Italie, en France a fortiori, parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, dans le sud-est de la France, les Italiens ont effectivement contribué au sauvetage de certains Juifs, c'est indéniable. Mais donc cette idée-là, quand même, je dirais, depuis une vingtaine d'années maintenant, elle a quand même largement été battue en brèche. Les enseignants en Italie parlent beaucoup de ces questions-là. Il y a un jour de la mémoire qui a été instauré le 27 janvier, date de la libération du camp d'Auschwitz en Italie. L'Italie est l'un des pays qui organise le plus de voyages à Auschwitz. Alors après, on n'est pas forcément convaincu que c'est le remède miracle pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme, mais en tout cas, on en parle infiniment plus maintenant qu'il y a une vingtaine d'années. Il y a 3 musées qui sont construits ou en projet, un musée du judaïsme et des persécutions à Ferrare, qui est une ville avec une importante tradition juive, donc qui a déjà ouvert ses portes, un autre qui est en projet à Milan, je crois qu'il y en a un 3e, je ne sais plus où, les plaques... Venise qu'on voit est quand même un haut lieu touristique. Le ghetto est devenu un haut lieu touristique. Il y a à Rome maintenant ces pavés qu'on appelle les pietre d'inciampo qui ont été mis pour rappeler justement la mémoire des Juifs déportés. Donc, encore une fois, cette mémoire est présente. D'une certaine façon, c'est assez intéressant parce que même à droite, on n'hésite pas à évoquer cette mémoire parce que, comme la Shoah est devenue un événement universel, ça place moins en accusation. Enfin, c'est comme si ça dédouanait un peu le fascisme de ses responsabilités. Voilà, donc on en parle. La question, c'est pas tant de savoir si on en parle, mais c'est comment on en parle. Et pour en parler intelligemment, il faudrait indéniablement s'inscrire dans cette histoire longue, je crois. Il y a évidemment cette ritualisation de la Shoah en Italie comme dans d'autres pays, mais ça ne devient forcément pas une reconnaissance, une mémoire de la présence juive dans l'histoire italienne. C'est tout autre chose. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de la mort des Juifs, mais très peu des Juifs vivants et qui ont fait des choses. Bien, alors je vous remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a, on a le temps de prendre 2 ou 3 questions? Merci. Merci. Peut-être, oui, c'est un peu l'heure de la fin, mais enfin, s'il y a, on peut prendre 2 ou 3 questions si vous en avez. Non. Bon, alors... ah si, monsieur, oui. Non, madame, pardon, je ne voyais pas. Excusez-moi. Non, il faut un micro. Est-ce que vous m'entendez? Merci. Oui, je m'adresserai tout particulièrement à monsieur Todeschini. Monsieur Todeschini, il faut écouter parce qu'il y a une question pour vous. Vous avez opposé le microcrédit qui serait pratiqué par les Juifs au crédit de grande ampleur qui serait le fait plutôt de banquiers chrétiens. Et ça me pose question parce que dans ce que j'ai étudié, le microcrédit est pratiqué par tout le monde et à toutes les échelles de la société, chrétiens et juifs inclus. Donc je ne comprends pas cette opposition que vous faites. Alors, ça change pendant d'un siècle à l'autre. Alors, évidemment, il y a un microcrédit pratiqué par tout le monde.
c'est-à-dire par chrétien, par le juif, etc. Mais ce microcrédit ou crédit informel, comme on l'appelle parfois, est de plus en plus, comment dire, délégitimé entre 13e et 14e siècle. Donc, le crédit informel, c'est-à-dire je prête à mon voisin une petite somme d'argent, évidemment existe. Mais on construit une différence de plus en plus grande entre les crédits institutionnels, qui est le crédit pratiqué par le grand banquier, comme le banquier de Pape, par exemple, au XIIIe siècle, et le protagoniste de la finance, et le microcrédit qui est de plus en plus, comme je le disais, délégitimé. Alors, à un certain moment, de la fin du XIIIe au XIVe et XVe siècle, on institutionnalise le microcrédit comme pratique juive, c'est-à-dire les microcrédits légitimes est pratiqués par le juif et les microcrédits pratiqués par les chrétiens, par exemple, est de plus en plus considéré comme une forme illégitime. Il y a par exemple des documents, c'est seulement un exemple, siennois, entre 14e et 15e siècle, dans lesquels on parle de l'usure pratiquée non pas par le juif, mais par des chrétiens qui appartiennent au petit peuple, de personnages obscurs, des servants, des gens donc, qui ne font pas partie qui n'appartiennent pas au centre de la société, de chrétiens marginaux qui pratiquent le microcrédit, et ils sont présentés, décrits comme des personnes hors la loi, disons. Et alors, il y a ce mécanisme d'institutionnalisation du microcrédit comme phénomène juif et de délégitimation du microcrédit chrétien et au contraire de légitimation, surlégitimation, si on peut dire comme ça, de la finance pratiquée par le banquier, ou disons les grands financiers, les marchands banquiers chrétiens, comme il y en a beaucoup qui sont très célèbres, comme les Médicis et d'autres. Merci. Une autre question? Oui, monsieur. J'avais une question pour Michael Gasperoni, juste sur la question du dénombrement, parce que vous évoquiez le fait d'avoir des juifs qui augmentent un petit peu le nombre de leur population pour montrer au pouvoir qu'ils sont plus importants que ce qu'ils ne sont réellement. De ce que j'ai pu, moi, étudier dans un autre espace géographique, qui est la France, il y avait au contraire des pratiques de sous-enregistrement des familles juives. Est-ce que vous avez eu aussi l'occasion d'observer ce type de pratique avec un objectif qui est différent, puisque là, cette fois-ci, c'est plutôt pour éviter d'être expulsé de la ville, de la cité. On a tendance à réduire le nombre. Alors c'est une question compliquée. Le cas romain que j'évoquais est assez particulier parce que justement, il n'y avait pas de recensement. En réalité, je pense qu'on va en trouver d'autres, parce que je crois qu'on ne cherche pas toujours là où il faut. Malheureusement, on n'est pas toujours très doué. Dans ce cas-là, c'est intéressant parce que c'était une question du sous-enregistrement. C'était plutôt les chrétiens qui mettaient ça en avant, en disant ils ne sont pas nombreux, mais en tout cas, ils ont énormément de richesses. On n'utilisait pas du tout le surnombre comme l'angoisse d'être débordé, entre guillemets. Là, c'était plutôt, ils ne sont pas si nombreux que ça, et en même temps, leurs richesses sont énormes. Donc, c'était une manière de toute façon, derrière, ce n'était pas tellement, là, pour le coup, de les discriminer ou de les persécuter. C'était plutôt l'idée de dire, il faut qu'on les compte, parce qu'on veut aussi savoir combien ils ont comme patrimoine pour qu'ils payent des impôts. Parce que derrière, d'ailleurs, Giacomo Todeschini, là-dessus, a écrit aussi, c'est-à-dire la fiscalité et l'histoire financière est vraiment importante. C'est-à-dire que la fiscalité des ghettos devient centrale dès lors qu'on veut les compter pour savoir combien ils sont, certes, pour les contrôler, mais aussi pour savoir combien ils peuvent donner pour contribuer à la ville, surtout qu'au XVIIe siècle, à Rome, il y a une crise économique, c'est une population qui stagne, etc. Et du coup, il y a tout un système. D'ailleurs, dès lors qu'il y a le dénombrement qui est fait,
il y a d'autres types de dénombrements qui sont faits, c'est-à-dire les cadastres. On a des sources magnifiques pour les populations juives, des cadastres, des estimes des maisons. On a même des plans de façade des maisons. C'est assez fascinant, on a des plans de coupe, des plans de façade. Et donc la question de l'enregistrement, en réalité, je ne l'ai pas beaucoup vu ailleurs, puisqu'ailleurs on a des recensements, et pour le coup, certains États comme le Ferrar, Modène, mettaient déjà en place des systèmes d'enregistrement des naissances et des décès, ce qui fait qu'on arrivait à savoir plus ou moins quelle était la population. D'ailleurs, Rome, c'est vraiment un cas à part. Merci. Une dernière question, oui. Je ne sais pas pour qui ce sera. Bonsoir. Nonobstant les lois raciales et la politique du gouvernement fasciste, il n'en reste pas moins que de novembre 1942 à septembre 1943, la population juive des départements du Sud-Est a été protégée et a même cru considérablement, puisque c'est devenu une zone de refuge pour les Juifs. Est-ce que cela a correspondu à des instructions du gouvernement fasciste, ou est-ce que ça a été une situation qui a été simplement tolérée par les autorités militaires d'occupation? Je pense que c'est pour Marianne. Il y a effectivement des instructions en ce sens qui consistent à faire prévaloir la souveraineté des Italiens sur leur zone d'occupation. Et donc cette souveraineté passe aussi par le fait de ne pas accepter de livrer les populations qui se retrouvent sur leur territoire aux Allemands ou aux Juifs. Donc c'est absolument indéniable. Cette protection a existé. Mais dans le même temps, les Juifs étaient persécutés en Italie, pas déportés, nous sommes d'accord. Et à partir de septembre 1943, bon, j'ai déjà expliqué ce qui s'est passé. Donc ça peut sembler difficile de tenir ces deux pièces du puzzle en même temps. On peut s'imaginer que le gouvernement fasciste était un peu schizophrène, mais je crois qu'il y avait des raisons politiques de puissance occupante qui expliquent, et je vous renvoie au livre de David Rodogno, qui a étudié plus largement la politique de l'Italie dans les différentes zones d'occupation, puisque ça a été le cas. Il y a eu aussi des épisodes de sauvetage en Yougoslavie notamment. Donc il y avait cette question de prérogative d'une puissance occupante dans son rapport avec les autres. Et il y avait peut-être aussi une forme de pari, de calcul, avec cette idée que après la guerre, on pourrait peut-être être reconnaissant à l'Italie de ce qu'elle avait pu faire en direction de Juifs. Voilà, pour faire Finalement, on pourra quand même, oui, c'est difficile de tenir les deux bouts, Marianne, vous avez raison, mais en même temps, on peut retenir, entre autres, de tout ce que vous nous avez dit, que toute cette longue histoire de cohabitation et de persécution, une histoire complexe, on l'a compris, c'est une histoire qui est au moins autant politique, et j'ai envie de dire beaucoup plus politique encore que religieuse, si on vous écoute bien. Pour la période contemporaine, oui, la politique joue un rôle absolument déterminant. Et pour le passé aussi. Pour le passé, oui et non, parce que c'est quand même, je veux dire, c'est quand même aussi la doctrine catholique qui fait des Juifs, me semble-t-il. Mais bon, on en reparlera. Mais je veux dire, même après Saint-Augustin, on n'est pas obligé de les convertir. Une affaire de gouvernement des hommes. Oui. Ce que je voudrais dire est que l'Italie est très ductile. Donc, on utilise cette doctrine, mais on est influencé aussi beaucoup par les contextes politiques, les situations politiques. Absolument. Donc, la doctrine d'Augustin, on l'utilise à un certain moment, à d'autres moments, ça change, etc. Donc, la politique est toujours très importante. Eh bien, on gardera ce mot pour la conclusion. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous trois et merci à vous pour votre attention à une heure tardive.